Comme vous l'avez dit, la démocratie est quelque chose qui doit se travailler, qui doit s'entretenir. Et de ce fait, quelles sont selon vous, les innovations dont ont besoin nos sociétés démocratiques aujourd'hui? On peut dire qu'il y a besoin d'innovation dans la prise de décision. C'est-à-dire que la décision ne soit pas simplement la décision des élus, mais que la décision associe davantage les citoyens. Et donc c'est la décision et la délibération. Et bien dans ce domaine-là, on a vu se multiplier les expériences de conventions citoyennes, avec notamment des procédures de tirage au sort représentatives. Donc là, on voit que c'est le développement de la démocratie à travers une extension de la participation des citoyens à la décision, ou une extension on peut dire, de la capacité des citoyens de mettre des questions à l'agenda. C'était le cas de la dernière convention citoyenne en France. Donc il y a tout cet horizon-là, où il y a des expérimentations partout dans le monde dans ce domaine. Mais il y a un autre type d'expérimentation qui peuvent exister, c'est de voir que la démocratie se développe aussi à travers des possibilités de contrôle des citoyens, à travers une plus grande transparence des institutions. Donc à ce moment-là, la démocratie va consister à mettre davantage les institutions sous les regards des citoyens, avec la participation d'ONG, par exemple. Dans le cas français, par exemple, il y a une institution, une haute autorité, qui est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui contrôle les situations matérielles et financières de près de 12 000 personnes. Bien sûr, les ministres, les députés, les hauts fonctionnaires et des magistrats, 12 000 personnes. Eh bien, ça, c'est une institution, je dirais, de service public. Mais elle joue son rôle aussi parce qu'elle rend public toutes ces investigations. Elle rend public toutes ces remarques sur la vie publique. Et plus encore, le texte de loi qui l'a mise en place a permis que des ONG interviennent à côté de cette organisation. Moi, j'étais en France un des fondateurs de Transparency International. Bon. Transparency International travaille avec cette haute autorité. C'est une autre façon d'élargir la démocratie en comprenant que la démocratie, ce n'est pas simplement des procédures de nomination des dirigeants, que la démocratie, c'est tout un ensemble de fonctionnalités, des fonctionnalités de délibération, des fonctionnalités d'enquête, des fonctionnalités de contrôle, et qu'en même temps, la démocratie doit se jouer aussi sur un rapport entre les temporalités. Il y a la temporalité des élections, qui est une temporalité lente, mais on voit bien qu'il y a besoin de temporalité plus rapide. Vous savez que dans l'histoire, par exemple dans la Révolution française, on refaisait des élections. La première constitution de 1791 prévoyait des élections tous les ans. Hein, et que même aux États-Unis, la Chambre des représentants est encore élue tous les 2 ans. Mais ça n'est pas dans l'élection permanente qu'on va résoudre ce problème de l'écart au temps. C'est justement par des pratiques de transparence, par des pratiques d'information, par des pratiques de contrôle, par des pratiques d'enquête que l'on va pouvoir donner à la démocratie, je dirais, un élargissement pour ne pas être simplement un ensemble de procédures, mais pour être aussi le développement d'un certain nombre de fonctionnalités, et puis pour fonctionner selon les différents régimes pensables de temporalité. Et comment gérer aussi le fait qu'aujourd'hui, avec les avancées technologiques, que ce soit en particulier, j'ai en tête les réseaux sociaux, on peut communiquer de manière extrêmement simple avec pratiquement le président de la République, le Premier ministre. Les citoyens peuvent écrire à leurs représentants politiques, ce qui n'était pas aussi simple qu'avant. Donc il y a une sorte de discours presque direct en fait entre les individus et leurs représentants. Comment faire en sorte... Est-ce que ces avancées technologiques-là, elles peuvent être un moyen d'innover en démocratie, ou est-ce qu'au contraire, ça devient quelque chose de difficile à contrôler puisque tout le monde a voix à tout et tout le temps? C'est un instrument, on peut dire, qui généralise la possibilité de prise de parole,
Mais si 60 millions de personnes en France prennent la parole en même temps, c'est difficilement audible. C'est-à-dire qu'on voit que la démocratie aussi, c'est l'organisation de la parole. C'est l'organisation de la parole, et c'est pour ça que, en leur temps, avaient été inventés les partis politiques. Les partis politiques, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ont été inventés en même temps que le suffrage universel. Il y avait un publiciste français qui disait le suffrage universel, c'est introduire la puissance de la machine à vapeur en politique. C'est une puissance inconnue jusqu'à maintenant. Mais cette puissance, elle doit être organisée. Et donc, les partis politiques, elles sont l'organisation de cette puissance. Et on voit bien aujourd'hui que sur Internet, c'est à la fois une prise de parole généralisée, mais du coup, c'est un ensemble de paroles souvent inaudibles. Donc, il faut qu'il y ait des canaux de cristallisation, il faut qu'il y ait des formes de condensation des opinions, et très souvent, c'est ce qui manque encore actuellement. Internet, la parole des réseaux sociaux, elle doit trouver des formes d'organisation, elle doit trouver des filtres, elle doit trouver des modes d'agrégation. Et ça, on est encore dans une période de balbutiement pour penser cette organisation. Parce que le propre des réseaux sociaux, c'est qu'ils ne sont pas des médias, mais que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est l'opinion publique qui existe de façon matérielle. Jusqu'à présent, le terme opinion publique, on le trouve déjà à Rome, on le trouve déjà à Athènes, hein, il est ancien. Mais l'opinion publique, elle avait toujours été en quelque sorte canalisée. Elle était canalisée parce qu'elle s'exprimait à travers des grandes personnalités, canalisée parce que c'était aussi la parole d'écrivains. Plus tard, ce sera la parole, le rôle d'un certain nombre de journaux et de médias de canaliser cette parole. Ce sera la fonction des représentants et des élus. Donc, jusqu'à présent, il y a toujours eu de l'opinion, mais cette opinion, elle a été médiatisée par la presse, des associations, des syndicats, des partis. Et là, pour la première fois, on a une opinion qui est brute, l'opinion nue, si l'on peut dire. Et donc, ça pose des problèmes tout nouveaux d'organisation, de filtres, auxquels on doit réfléchir pour que ce ne soit pas la démocratie de la cacophonie, mais la démocratie de la construction du commun. Pour ça, il faut qu'il y ait des institutions et des techniques intermédiaires. Et une dernière question pour terminer. Cette innovation, ou plutôt ce manque d'innovation peut-être qu'on constate pour le moment en matière de démocratie, est-ce que, selon vous, quels sont les risques qu'encourent du coup nos démocraties? Est-ce que le plus grand risque qu'on voit grandir actuellement, peut-être même plus qu'un risque, c'est le populisme? Oui, d'abord, avant le populisme, c'est des éléments d'anomie, c'est des éléments d'atrophie. Et le populisme, il se nourrit effectivement de ce type d'anomie, et il se nourrit parce qu'il est l'effet de passion, de ressentiment, il est le reflet de dégagisme, mais aussi parce qu'il prétend avoir la clé d'une démocratie renouvelée, d'une démocratie directe, d'un chef qui représente, qui incarne parfaitement la nation, d'une mise au pas de toutes les fonctions judiciaires, les autorités indépendantes, pour que ce soit une démocratie immédiate, une démocratie polarisée. Donc à la fois ce populisme, il est l'effet, on peut dire, d'un ressentiment, d'un malaise. Il est une réaction, on peut dire, aux inachèvements de la démocratie contemporaine, aux inachèvements aussi de la justice sociale, mais il y répond par une forme de réponse à la fois utopique et qui malmène la démocratie parce qu'elle vise à supprimer ses corps intermédiaires, elle vise à supprimer les cours constitutionnels, elle vise à domestiquer les médias. On le voit partout, que quand on passe des mouvements populistes au régime populiste, eh bien, il y a cette tendance presque inexorable à aller vers des formes de ce qu'on a appelé des démocratures. C'est-à-dire qu'il y a toujours des élections qui existent, mais les élections sont un face-à-face entre le chef et le pays, et il n'y a plus d'institutions, je dirais, qui soient d'institutions représentant le droit. Et pourtant, c'est le droit qui représente les plus simples et les plus petits dans la société. Donc il n'y a pas de démocratie sans état de droit solidement en place.